On va donc poursuivre l'introduction de cette formation avec une présentation du marché du Forex, avec tout d'abord un petit historique. Donc ça commence avec les accords de Bretton Woods, qui est une conférence à la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour objectif de rétablir l'ordre économique mondial après le désastre de cette Seconde Guerre. Et cet accord, en substance, faisait du dollar la devise mondiale de base. On a fixé la valeur du dollar à 35 $ par once d'or. C'est ce qu'on appelle l'étalon or. Et on a fixé le cours de toutes les autres devises par rapport au dollar, si bien que le cours du dollar était fixe par rapport à l'or et le cours des autres devises était fixe par rapport au dollar. Donc, sans rentrer dans les détails, rien ne bougeait, pas de possibilité d'investissement, pas de possibilité de spéculation et donc une non-existence du marché du Forex. Tout ceci a été remis en cause par les accords du Smithsonian en 1971 à l'initiative du président américain Nixon, où on a abandonné le régime de change fixe et de l'étalon or au profit d'un régime de change flottant, ce qui a donc donné lieu à la naissance du Forex. C'est donc d'un régime de taux de change fixe et figé, on est passé à un régime où la valeur de chaque devise fluctue par rapport à celle des autres devises, et où on a donc des opportunités d'investissement et de trading. Donc, bien sûr, l'histoire du Forex n'a que peu d'intérêt dans le cadre du trading, mais il est toujours important de savoir de quoi on parle. Donc voilà, comment est né le Forex en 1971, lorsqu'on a abandonné le régime d'échange fixe au profit du régime des taux de change flottants. On va maintenant passer à quelque chose de plus pratique et surtout d'absolument indispensable pour pouvoir bien suivre cette formation. C'est le vocabulaire et les notions essentielles qu'il faut maîtriser quand on étudie le trading sur le Forex. Donc tout d'abord, Forex, ça veut dire quoi? C'est tout simplement l'abréviation de Foreign Exchange, qui est le lieu virtuel d'échange des devises. C'est en d'autres termes la bourse des devises par opposition à la bourse des actions. Il y a plusieurs notions indispensables pour qu'on puisse parler le même langage au cours de cette formation. C'est la notion de paire de devises, la notion de vente à découvert, la notion de pips, la notion de lot, la notion d'effet de levier, la marge et puis également le spread. Donc on va voir tout ça au cours de cette partie de la formation pour pouvoir un petit peu poser les bases et ensuite on pourra se servir de toutes ces notions en les considérant comme acquises. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'une paire de devises? Il faut savoir que les devises sont toujours cotées par paire, ce qui veut dire qu'on a la valeur d'une devise dans une autre devise. Donc, si on a euro-dollar, euro-USD égale 1,4350, ça signifie que 1 euro vaut 1,4350 $. Et pour trouver la valeur du dollar en euros, on divise 1 euro par sa valeur en dollars et on trouve 0,6969 €. Donc voilà, les devises sont toujours cotées par paire. Ce qui veut dire que lorsqu'on achète de l'euro USD, on parie sur la hausse de l'euro par rapport au dollar, ce qui implique deux choses, c'est qu'on parie sur une hausse de l'euro, mais également sur une baisse du dollar, vu qu'on parie sur une hausse de l'euro, non pas indépendamment de toute autre chose, mais par rapport au dollar. Donc un achat d'euro USD implique qu'on parie non seulement sur une hausse de l'euro, mais également sur une baisse du dollar. À l'inverse, quand on vend de l'euro USD, on parie sur une baisse de l'euro face au dollar, ce qui veut dire qu'on parie simultanément sur une baisse de l'euro et sur une hausse du dollar. Donc voilà la conséquence du fait que les devises soient cotées par paire, c'est qu'il y a toujours deux composantes dans une opération sur le Forex. Qu'on achète ou qu'on vende une paire de devises, c'est toujours on parie sur la hausse d'une devise et sur la baisse d'une autre devise. Donc quand on achète une paire de devises, on parie sur la hausse de la première et sur la baisse de la deuxième, et quand on vend une paire de devises, on parie sur la baisse de la première et sur la hausse de la seconde. On va maintenant aborder la notion de vente à découvert, qui est une technique financière permettant de miser sur la baisse d'un actif. En d'autres termes, il s'agit de vendre, par exemple, de l'euro-dollar, comme dans l'exemple précédent, sans en avoir déjà acquis. C'est-à-dire qu'on va le vendre avant même d'en avoir acheté.
on va passer pour ça par un engagement de livraison, c'est-à-dire qu'en réalité, quand je passe une vente d'euro-dollar alors que j'en ai pas à 1,40, je m'engage à vendre à 1,40 et ensuite je vais essayer de racheter cet euro-dollar plus bas, alors que je l'ai vendu à 1,40 €. Donc concrètement, si vous prenez une position vendeuse sur l'euro-dollar à 1,40 et puis que ça descend à 1,30 et que vous clôturez la position, vous avez un gain qui représente 1,40 moins 1,30, donc 0,10. Voilà comment on peut profiter des baisses sur le Forex. On peut tout simplement vendre des choses qu'on n'a pas. Dans la pratique, c'est un mécanisme financier qui peut être un petit peu complexe à comprendre. Donc, pour plus de précision, si ce mécanisme vous intéresse, je vous invite à consulter les pencasts correspondants dans la formation, ou alors tout simplement à nous poser votre question par email. Mais dans la pratique, ce qui nous intéresse en premier lieu ici, il faut simplement savoir que si on pense qu'une paire va décliner, il faut cliquer sur vente au lieu de cliquer sur acheter. Tout simplement. Il ne faut pas vous occuper de il y a un engagement de livraison, etc. Non, tout simplement, quand vous passez une vente, vous pariez que votre graphique va décliner, et quand vous passez un achat, vous pariez que votre graphique va progresser. Il ne faut pas s'encombrer l'esprit avec des mécanismes financiers. Concrètement, face à votre plateforme de trading, vous pensez que ça va baisser, vous cliquez sur vente, vous pensez que ça va monter, vous cliquez sur achat. On va maintenant étudier la notion de pips, qui est tout simplement l'unité de variation du cours des devises. C'est la dernière décimale de cotation. Donc un exemple sera plus parlant. Si l'euro passe de 1,43 à 1,4350, on dit qu'il a gagné 50 pips. L'euro est coté à 4 décimales après la virgule, donc la 4e décimale, à chaque fois qu'elle prend un point, on dit que ça a gagné un pip. Donc quand on passe de 1,43 à 1,4350, on a gagné 50 points, donc on a gagné 50 pips. Donc l'intérêt c'est quoi? C'est que ça facilite le calcul des performances, parce que on va le voir après avec le tableau de la valeur des pips. C'est comme ça un petit peu que les traders ont pris l'habitude de calculer les résultats des opérations sur le Forex. C'est en passant justement par un calcul de pips. Donc tout simplement, c'est important à connaître parce que vous allez retrouver ça sur toutes les plateformes de trading. C'est-à-dire vous allez avoir quand vous passez une opération, vous allez avoir ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu, en numéraire, c'est-à-dire en argent, en dollars ou en euros, mais aussi en termes de pips. Donc c'est vraiment pour le calcul de la performance, c'est pas pour le calcul à proprement parler du gain financier, c'est pour le calcul de la performance. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur le Forex, les pips remplacent les pourcentages, tout simplement. Donc il faut également savoir que on peut pas acheter le nombre de devises qu'on veut. Ça se vend par lot. C'est des quantités standards sur lesquelles on peut intervenir. Donc généralement 1000, 10 000 ou 100 000 unités. Donc on peut pas intervenir sur des quantités qu'on aurait choisies nous-mêmes. C'est des quantités standards qu'on appelle des lots, tout simplement. Vous allez mieux comprendre avec ce tableau de la valeur des pips. Donc, bien sûr, on a des lots de différentes tailles. Donc, l'impact en numéraire, si on fait des gains ou des pertes en achetant ou en vendant ces lots, sera différent. Donc, on a, et vous allez également comprendre ici pourquoi on calcule les variations des devises en pips et pourquoi c'est plus simple de calculer les performances ensuite. C'est que tout simplement, on sait qu'avec un lot de 10 000 unités, chaque variation de 1 pip représentera 10 cents, donc 10 centimes de dollars. Ce qui fait que avec un lot de 1000 unités, si j'achète un lot de 1000 unités et que la devise progresse de 10 pips, j'aurai gagné 1 dollar. On multiplie par 10 avec un lot de 10 000 unités. Chaque variation de 1 pip représente 1 dollar avec un lot de 10 000 unités. Et avec un lot de 100 000 unités, chaque variation de 1 pip représente 10 dollars. Donc vous voyez que en fonction de la taille, bien sûr, de notre lot, il y a un énorme impact sur la valeur de chaque variation
du cours des devises. Donc on va maintenant approfondir un petit peu tout ça en parlant de l'effet de levier, qui est un petit peu ce qui donne au Forex tout son sens. C'est c'est l'effet de levier qui fait la réputation de dangerosité du Forex. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Forex, en données nominales, c'est un marché qui est assez peu volatile. On a un exemple, par exemple, depuis le début de l'année 2011, on est monté au plus haut sur l'euro-dollar à 1,4935 et au plus bas sur l'euro-dollar à 1,2865. Donc en termes de pips, ça représente une variation entre les deux extrêmes de plus de 2000 pips, mais au final en pourcentage, ça représente que 16%. Donc le Forex n'est pas un marché si volatile que ça, vu que depuis le début de l'année 2011, entre le plus haut qu'on ait atteint sur la paire euro-dollar et le plus bas, on a eu une variation, une différence que de 16%. Ce qui montre bien que c'est l'effet de levier qu'on va étudier tout de suite, qui fait que le Forex est un marché qui peut potentiellement vous faire gagner ou vous faire perdre beaucoup d'argent. Et c'est effectivement dans l'effet de levier que résident l'intérêt et les risques du Forex. Donc on va développer un petit peu. Donc l'effet de levier, c'est quoi? Ça permet d'intervenir en gros avec plus d'argent que ce qu'on détient sur le compte. C'est un petit peu un multiplicateur de capital, et si on multiplie le capital, on multiplie aussi les performances. Comme on l'a vu avec le tableau de la valeur des pips, si j'ai un lot de 10 000 unités, je peux gagner 1 dollar par pip, mais si j'ai un lot de 100 000 unités, je peux gagner 10 dollars par pip. Donc bien sûr, si je peux acheter un lot de 100 000 unités à la place d'un lot de 10 000 unités, je vais pouvoir tout simplement gagner 10 fois plus. Et c'est à ça que sert l'effet de levier. On va voir son impact sur le capital. Donc avec un petit exemple, avec un capital de 1000 dollars et un effet de levier de 100, je peux intervenir sur un montant de 100 000 dollars. Mon effet de levier de 100 fois mon capital de 1000. Ce qui veut dire qu'avec mes 1000 dollars, je peux intervenir sur 100 lots de 1000 unités, sur 10 lots de 10 000 unités, ou sur un lot de 100 000 unités. Donc c'est ça l'effet de levier. Quand votre broker vous dit que vous avez le droit à un effet de levier de 100, 200, 300, 500, vous multipliez ce que vous avez sur votre compte par votre effet de levier, et c'est un petit peu c'est tout à fait même votre capacité d'investissement. Donc en gros, avec 1000 dollars dans votre compte et un effet de levier de 100, vous pouvez intervenir sur des montants correspondant à 100 000 dollars. Donc on va voir quel impact ça peut avoir sur les performances. Donc pour acheter un lot de 10 000 dollars, un lot de 10 000 unités de euro USD avec un levier de 100, je mobilise combien? Je mobilise mes 10 000 unités divisé par mon effet de levier. Donc je mobilise que 100 dollars. Donc si je veux acheter un lot de 10 000 unités avec mon compte et avec mon effet de levier de 100, je ne vais utiliser que 1000 dollars. Si l'euro-dollar passe de 1,43 à 1,44, il a gagné 100 pips, comme on l'a vu. Et on a vu également qu'avec un lot de 10 000 dollars, chaque pip représente 1 dollar. Donc combien on a gagné avec cette variation, avec cette hausse de 100 pips? On a gagné 100 pips fois 1 dollar, on a gagné 100 dollars. Alors qu'on avait investi à la base uniquement justement 100 dollars. On a doublé notre investissement. La performance est de 100%. On a fait du plus 100%. On a gagné 100 dollars en ayant misé 100 dollars. Alors que de 1,43 à 1,44, l'euro-dollar n'a progressé en numéraire, si on fait la variation, que de 0,7%. Donc voilà, vous avez bien compris avec cet exemple qu'est-ce qui fait que le Forex peut être un marché dangereux. C'est tout simplement l'effet de levier. Grâce à cet effet de levier, j'ai transformé une variation de l'euro-dollar de 0,7% en une variation de plus 100% sur mon compte.
Donc bien sûr, si on peut faire du plus 100%, on peut aussi faire du moins 100%. Ça c'est bien sûr à retenir, mais ça vous montre également que finalement la réputation de marché dangereux et volatile du forex est peut-être un peu injustifiée, parce que si on n'appliquait aucun effet de levier aux opérations sur le forex, on dirait que c'est tout le monde dirait que c'est le marché le moins volatile du monde. Donc voilà, cet exemple me semble assez parlant. On va pouvoir maintenant parler de la marge, qui est une notion très proche de l'effet de levier. La marge, c'est quoi? C'est le capital disponible pour effectuer des opérations. On a plusieurs types de marge. On a la marge disponible, donc qui est celle qui est bien sûr disponible, avec laquelle on peut intervenir. Et il y a la marge utilisée, c'est le capital qui est grignoté par les opérations qu'on a en cours. Donc bien sûr, si j'achète, comme dans mon exemple, mon lot de 10 000 unités avec mon effet de levier de 100, ça me coûte entre guillemets 100$. C'est pas que ça me coûte 100$, c'est que ça me mobilise 100$ de marge. Donc ça me fait 100$ de marge utilisée. Donc si j'ai un compte avec 1000$ et que j'achète avec mon effet de levier de 100 un lot de 10 000 unités d'euro-dollar, ça va me mobiliser 100$. J'aurai donc en marge disponible 900$, 1000 moins 100, et en marge utilisée 100$. Donc en gros, si vous additionnez votre marge disponible et votre marge utilisée, vous avez la totalité de la valeur de votre compte. Il faut également noter que la marge, elle est affectée par les opérations en cours. Donc, par exemple, si vous avez une opération qui a une perte latente de 100$, c'est-à-dire une perte que vous n'avez pas encore clôturée de 100$, votre marge disponible est amputée de 100$. Donc, on garde le même exemple. Avec notre lot de 10 000 unités, notre compte avec 1000$ et notre effet de levier de 100. Donc, si on achète un lot de 10 000 unités, on a mobilisé 100$ de marge. Et si cette position est perdante de 100$, on a mobilisé 100$ de marge plus 100$ de perte latente. Donc, ça nous fait 200$ de marge utilisée et reste 800$ de marge disponible. Donc voilà un petit peu pour ce concept de marge. Vous avez en annexe à la formation une petite vidéo d'une plateforme de trading où vous voyez où on passe des opérations, où vous voyez la marge disponible, la marge utilisée, etc. Bouger en temps réel. Donc vous avez une petite vidéo de 2-3 minutes qui vous montre ça. Si vous voulez un approfondissement sur cette notion de marge, on vous conseille de la consulter. Et enfin, bien sûr, si la marge atteint 0, on a une fermeture automatique des positions, c'est-à-dire, toujours avec le même exemple, vous avez votre lot de 10 000$ qui mobilise 1000$ de marge. Si vous arrivez à une perte latente de 900$, ça fait la perte latente de 900$ plus la marge utilisée de 100$, ça fait 1000$, le montant total de votre compte. Et dans ces cas-là, le broker coupe automatiquement toutes vos positions et le compte est à 0, ou presque. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc il faut en être conscient parce que l'effet de levier c'est quelque chose quelque chose qui peut être très avantageux, mais qui peut aussi être source de gros problèmes parce que il faut être conscient que ça marche dans les deux sens. Je peux gagner 100 fois plus que si j'avais pas d'effet de levier avec un levier de 100, mais je peux aussi perdre 100 fois plus que sans effet de levier. Et ça, il faut pas l'oublier. On va maintenant voir la notion de spread, qui est en réalité la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'une devise à un instant T. Vous avez certainement déjà remarqué que on a tout le temps deux prix pour une devise. Par exemple, on dit euro-USD égale 1,4350, 1,4357. Parce qu'il y a un prix différent selon qu'on veuille acheter ou vendre cette paire de devises à un instant T. Donc quand on a, comme vous avez l'exemple à l'écran, euro-USD égale 1,4350, 1,4347, ça signifie qu'on peut prendre une position à l'achat à 1,4350 ou une position à la vente à 1,4347. Donc cette différence,
de 3 pips, c'est ça qu'on appelle justement le spread. Donc ce spread, ça constitue en gros la rémunération du broker, c'est-à-dire que à chaque fois que vous passez une opération et qu'ensuite vous la clôturez, bah, vous faites gagner le montant du spread à votre broker, tout simplement, hein. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que une opération sur le Forex commence toujours dans le négatif en fonction du spread, hein. Ça aussi, vous le verrez sur la petite vidéo de 2-3 minutes qu'on a fait pour expliquer la marge. Vous verrez que quand on passe une opération, elle est tout de suite en perte du montant du spread, hein. Donc par exemple, si j'ai un spread de 3 pips sur l'euro-dollar, que je passe un achat ou une vente, je vais être perdant de 3 pips et je vais commencer à gagner de l'argent quand ça aura bougé de 3 pips dans le bon sens, hein, selon que je sois sur une opération d'achat ou sur une opération de vente, hein. On va maintenant poursuivre cette introduction en vous montrant les principaux types de graphiques qu'on peut rencontrer dans le cadre du trading sur le Forex. Il y a 3 grands types de graphiques, hein. Il y a les graphiques en ligne, les graphiques en bar charts et les graphiques en chandelier japonais. Donc on va d'abord voir les graphiques en ligne, hein. C'est tout simplement à chaque nouvelle cotation, on a un nouveau point et tous ces points reliés forment une courbe, hein, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là on a vraiment le minimum d'informations, on voit la manière dont les cours ont bougé, mais il y a des techniques de représentation des graphiques qui vont nous permettre d'avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui s'est passé sur les cours, hein. Donc on a déjà les graphiques en bar charts qui nous donnent un petit peu plus d'informations. Donc là, au lieu d'avoir un point par nouvelle cotation, on a une barre par nouvelle cotation, et sur cette barre, on a plusieurs informations. On a le cours de la devise au début de la période représentée par cette barre. On a le cours de la devise à la fin de la période représentée par cette barre. On a le cours le plus haut atteint pendant la période représentée par cette barre, et on a le cours le plus bas atteint au cours de la période représentée par cette barre. Donc à la différence des graphiques en ligne, là on a 4 informations par nouvelle cotation. Alors, par nouvelle cotation, qu'est-ce que j'entends? C'est très simple. Quand on parle de graphiques en 5 minutes, 15 minutes, 60 minutes, ça veut dire, pour les graphiques 5 minutes, par exemple pour le graphique en ligne 5 minutes, qu'on va relever toutes les 5 minutes le cours de la devise. Et on va faire un point toutes les 5 minutes, et on va relier ces points pour faire une courbe. Sur les graphiques en bar charts, quand on dit un graphique en 5 minutes ou en 15 minutes, 5 minutes, ça signifie que chaque barre représente 5 minutes. Si c'est un graphique en 15 minutes, chaque barre représente une période de 15 minutes. Donc, quand on a une barre sur un graphique en bar charts, on regarde la période du graphique, hein, par exemple, comme on l'a dit, 15 minutes. Donc, chaque barre représente 15 minutes. Donc, on a les cours extrêmes atteints au cours de ces 15 minutes, et puis le cours au début de ces 15 minutes, et le cours à la fin de ces 15 minutes. Un autre type de graphique très proche des graphiques en bar charts est le graphique le plus répandu et le plus utilisé au quotidien par tous les traders du monde entier, c'est les graphiques en chandelier japonais. Donc de la même manière que sur les bar charts, on a plusieurs informations, 4 informations, le plus haut, le plus bas, le début et la fin de la période. Sauf que là, on a en plus un code couleur qui fait que les périodes où la devise a baissé sont en rouge et les périodes où elle a augmenté sont en vert, ce qui permet une lecture encore plus fine de ce qui se passe sur les marchés. Je vais également souligner l'intérêt de s'intéresser aux graphiques en bar charts et aux graphiques en chandelier japonais, c'est que on voit ce qui s'est passé au sein d'une période. C'est un petit peu comme si les graphiques en ligne c'était un enchaînement de photos du marché, tandis que les graphiques en bar chart et en chandelier japonais, c'est un enregistrement vidéo du marché, donc avec bien plus de détails.
Donc, dans tous les exemples qu'on fera sur professeurforex.com, dans cette formation l'université du Forex, sur notre site, et ce qu'on vous conseille d'utiliser, c'est les graphiques en chandelier japonais exclusivement. C'est vraiment ça qui est utilisé par tout le monde, c'est vraiment avec ça qu'on a le plus d'informations. Et c'est vraiment avec ça qu'on lit le plus facilement le marché. Alors pour plus d'explications sur les graphiques en chandelier japonais, leur lecture et puis également sur les bar charts, vous avez d'une part dans le cadre de l'université du Forex, vous avez un guide PDF sur les chandeliers japonais, à savoir que certains enchaînements de bougies peuvent être interprétés. Ça, si ça vous intéresse, on a dans l'université du Forex un PDF sur le sujet. Et vous avez également quelque chose de beaucoup plus simple, un pencast, donc un schéma animé qui vous explique un peu plus dans le détail la construction d'une bougie. Vous voyez bien là qu'il y a des petites barres qui montent en haut, en bas, un corps de bougie. Pour pouvoir bien décortiquer ça, je vous invite à consulter le pencast correspondant, qui sera beaucoup plus clair que mes explications. On va maintenant faire un tour d'horizon des avantages du Forex pour vous convaincre du bien fondé de votre orientation vers le trading Forex, si ce n'était pas déjà le cas. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le Forex est encore malgré tout peu répandu en France par rapport en Allemagne et en Grande-Bretagne où c'est vraiment le marché leader auprès des traders particuliers. C'est-à-dire qu'en Allemagne et en Grande-Bretagne, les traders qui traitent depuis chez eux s'intéressent quasiment plus du tout au marché action et font quasiment que du Forex parce qu'il y a effectivement de nombreux avantages pour les traders non professionnels, enfin en tout cas pour les traders qui ne travaillent pas pour des banques et qui travaillent depuis chez eux ou depuis un bureau personnel. Donc ces avantages, on va les détailler ici. On va voir les principaux critères et puis on va comparer ce qui se passe sur le Forex et ce qui se passe sur les marchés actions. Donc déjà, au niveau des horaires d'ouverture, on a le Forex qui est un marché qui cote en continu, c'est-à-dire que les devises évoluent 24 heures sur 24, 5 jours sur 7, ce qui veut dire que si on veut faire du trading en pleine nuit, on peut faire du trading en pleine nuit. Il n'y a absolument aucun problème. Sur les actions, on a les marchés actions à Paris qui sont ouverts de 9h à 17h30 et puis de 15h à 22h30 aux États-Unis, ce qui laisse quand même, une plage horaire relativement limitée, en tout cas pour les gens qui ne font pas encore du trading, une activité à plein temps. Au niveau des frais, on a vu que le spread constituait la rémunération des brokers Forex et c'est leur seule rémunération. Il n'y a absolument aucun frais. Tout ce que vous payez sur le Forex, c'est le spread. Si vous tombez sur un broker qui vous demande autre chose que le spread, soyez sûr que c'est un broker peu sérieux et il faut éviter de travailler avec lui. La plupart des brokers Forex offrent des offres avec absolument aucun frais où ils se rémunèrent uniquement avec le spread. Sur les actions, c'est différent. On a bien sûr des frais de courtage, des commissions, des droits de garde, voire de la gestion de compte en fonction de l'intermédiaire financier que vous utilisez. Si c'est un intermédiaire en ligne ou si vous faites ça par votre banque classique, les frais peuvent aller du simple au quadruple. Donc il y a toujours beaucoup de frais sur les actions. Au niveau des manipulations de cours, elles sont impossibles sur le Forex. Pourquoi ? Parce que c'est un marché qui a un volume énorme. Il y a 3000 milliards de dollars qui sont échangés chaque jour sur le Forex. Ce qui fait que, bien sûr, il faudrait être milliardaire en milliers de milliards de dollars pour pouvoir influencer ce marché. À l'inverse, sur les actions, on a quand même des actions parfois qui sont des actions de société de taille relativement modeste, qu'il est facile d'influencer avec des gros ordres, avec des manipulations de cours. Donc bien sûr, les manipulations de cours sur les actions, quoi qu'on en dise, sont quotidiennes et c'est la raison pour laquelle de plus en plus de traders se dirigent vers le Forex, qui a aussi ses inconvénients, mais qui est entre guillemets un peu moins piégeux.
Au niveau des publications importantes sur le Forex, c'est les statistiques économiques émises par les gouvernements. On aura une leçon, une partie de cette formation consacrée à l'analyse fondamentale. Je vous y renvoie pour avoir plus de détails. Pour l'instant, sachez simplement que sur le Forex, les statistiques sont publiées à heure fixe, à la seconde près, et elles sont disponibles pour tout le monde au même instant, qu'on soit une banque ou un trader particulier. On a accès très facilement aux statistiques à la seconde près en même temps que tout le monde. À l'inverse, sur les actions, on a beaucoup de rumeurs, beaucoup d'informations influentes et puis malheureusement souvent imprévisibles avec un système de privilégié de l'information où certaines personnes vont pouvoir avoir l'information avant les petits suiveurs entre guillemets, ce qui va créer de grosses inégalités où on va avoir sur les marchés actions vraiment les banques et les grands fonds d'investissement qui s'en sortent pour entre guillemets lessiver les traders particuliers, ce qui est pas possible sur le marché du Forex. Enfin, au niveau du trading à la baisse, sur le Forex, il est illimité, il concerne toutes les devises et c'est aussi facile de parier à la hausse sur une devise que de parier à la baisse. Tandis que sur les actions, c'est limité à certains titres, on ne peut pas parier sur la baisse de toutes les actions, et c'est interdit à certaines périodes, comme en ce moment en France, où la vente à découvert sur les actions est interdite depuis déjà plusieurs semaines. On va maintenant voir quelques détails sur les brokers Forex. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est qu'il existe différents types de brokers. Vous pourrez en entendre parler éventuellement sur les sites internet. Vous entendrez parler de brokers market maker, de brokers ECN, de brokers pure dealer ou de brokers en direct banking ou des choses comme ça. Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que ça, au niveau du trader particulier, ça a que peu d'importance et qu'il y a de très bons brokers dans chaque catégorie de brokers. Donc dans la pratique, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va avoir, nous à nos yeux, deux grands types de brokers. Les brokers qui vont proposer des spreads fixes et les brokers qui vont proposer des spreads variables, qui vont avoir un spread variable. Donc un spread fixe, c'est quoi? C'est tout simplement que si le spread sur l'euro-dollar, si la différence entre le prix d'achat et le prix de vente est de 3 pips, il restera toujours de 3 pips. Certains brokers ont un spread variable où parfois le spread entre le spread euro-dollar va être de 1 pip, parfois il va être de 5-6 pips, parfois il va être de 3 pips, etc. Ça, vous le savez bien sûr avant d'ouvrir votre compte. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en moyenne, les brokers avec spread variable ont des spreads minimum, bien sûr, plus bas que les spreads des brokers avec spread fixe. C'est-à-dire que, bien sûr, un broker avec un spread fixe de 3 pips sur l'euro-dollar, il fera jamais un spread à 1 pip. Tandis qu'un broker avec spread variable, à certaines périodes, vous aurez le spread à 1 pip, mais à d'autres, vous l'aurez peut-être à 4-5 pips. Donc personnellement, et puis c'est l'avis de toute l'équipe de professeurs Forex, on préfère les brokers avec spread fixe. C'est un petit peu se payer une assurance contre des spreads trop abusifs. Donc on vous conseille, d'autant plus en tant que débutant, de vous diriger vers des brokers avec des spreads fixes. Quels critères sont à prendre en choix dans le cadre du choix d'un broker, quels critères on doit prendre en compte dans le cadre du choix d'un broker? C'est principalement 4 critères. C'est la plateforme de trading. Vous pouvez la tester chez tous les brokers, donc n'hésitez pas. Est-ce que vous êtes à l'aise avec? Est-ce que vous comprenez bien toutes ces fonctionnalités? Est-ce qu'il y a des spreads fixes ou variables, comme on l'a vu? Quelle est la taille minimum de ces lots? En tant que débutant, il est important de pouvoir intervenir sur des lots de 1000 unités. Si on commence en tant que débutant avec des lots de 10 000 unités, on risque de faire des bêtises, on risque d'avoir peur et on risque surtout de perdre beaucoup d'argent parce que quand on débute, on n'a pas d'expérience et on fait beaucoup d'erreurs. Donc il est également primordial d'avoir un broker qui propose des lots minimum, des lots de 1000 unités. C'est également important d'avoir un broker qui propose un levier flexible qui pourra vous accompagner tout au long de votre progression. Commencer avec un levier de 50, 100, pour finir pourquoi pas avec un levier de 4 ou 500 comme le proposent certains brokers.
Et il y a des dizaines et des dizaines d'autres critères à prendre en compte dans le choix d'un broker. Donc nous, on vous propose deux choses. Soit vous nous envoyez un mail en nous disant qu'est-ce qui est important pour vous chez un broker, et on vous envoie nos recommandations vis-à-vis de ça, chez quel broker, vers quel broker vous devriez vous tourner. Soit vous faites votre choix vous-même en toute indépendance et vous apprenez tout ce qu'il faut savoir sur le choix d'un broker avec le guide PDF de plus de 50 pages qu'on vous a fait et qui détaille absolument tous les critères qui vous permettent de choisir et d'évaluer l'offre d'un broker. Donc on a désormais terminé avec cette petite présentation du Forex, avec l'historique, le vocabulaire de base, les différents types de graphiques, etc. On va maintenant passer dans une autre vidéo à la dernière partie de l'introduction qui concerne l'environnement du trader, avec son équipement technique, les sources d'informations essentielles, etc.